très ravie de vous retrouver dans ce nouveau numéro d'actualité. Mesdames et messieurs, bienvenue. Le nouveau chef de la MONUSCO, James Swan, a atterri ce vendredi à Goma pour sa première visite des terrains avec un objectif clair, évaluer la situation sécuritaire et soutenir le respect du cessez-le-feu. Après des étapes à Kinshasa et Bunia, il s'est dit confiant quant à une désescalade misant sur le dialogue avec toutes les parties, y compris la F-123. Les détails de ce reportage. Le nouveau chef de la mission des Nations Unies pour la stabilisation du Congo, MONUSCO, James Swan, a atterri à l'aéroport de Goma ce vendredi 24 avril 2026 dans le cadre de sa première descente sur les terrains depuis sa prise de fonction à Kinshasa, capitale de la RDC. Cette visite, qui s'inscrit dans le continuum des arrivées de James Swan dans la partie de la province du Nord Kivu, encore sous contrôle du gouvernement congolais, et Bunia dans la province de l'Ituri, où il s'est entretenu avec des officiels. L'étape de Goma, une zone contrôlée par l'AFC M23, est consacrée à la mission dévolue à la MONUSCO, celle de s'assurer du respect du cessez-le-feu sur les terrains. Ma présence ici vise d'abord à rencontrer nos équipes, à écouter leurs analyses, à échanger avec les autorités de facto et à examiner les conditions concrètes dans lesquelles la MONUSCO peut poursuivre son mandat conformément aux résolutions 2773 de 2025 et 2808 de 2025 du Conseil de sécurité de l'ONU. Elle est mandatée pour soutenir les cessez-le-feu à travers sa participation et son appui au mécanisme conjoint élargi de vérification plus dont je vais rencontrer les membres ainsi qu'à travers l'action de ses membres et du Joint Intelligence Fusion, celle au cours de mon séjour, a déclaré le nouveau chef de la MONUSCO. Le désormais supérieur de Viviane Van de Peer s'est montré positif quant à la suite des événements d'après les travaux de Montreux qui ont mené à de nouveaux protocoles d'accord entre l'AFC M23 et le gouvernement. À travers cette visite, nous espérons renforcer la dynamique en faveur de la désescalade, redonner espoir aux habitants de la région et appuyer la mise en œuvre du cessez-le-feu pour une paix durable dans l'Est de la RDC, a-t-il conclu. À Goma, James Swan devrait logiquement rencontrer les autorités de l'AFC M23 dans le cadre des nouvelles consultations avec comme objectif le cessez-le-feu effectif et l'accès de l'aide. Le premier convoi en provenance du Burundi a franchi la frontière ce jeudi 23 avril avec à son bord 470 personnes accueillies à Kanvivira dans la ville d'Uvira. Ces rapatriements encadrés par les ACR concernent pour l'instant uniquement les réfugiés issus des zones jugées sécurisées par le gouvernement congolais. Les précisions de la représentante du ACR au Burundi dans cet extrait. Le tout premier convoi des réfugiés congolais qui était arrivé au Burundi depuis le mois de décembre 2025. Excellence, comme vous le savez, avec la crise de l'année dernière, le Burundi avait reçu plusieurs vagues de réfugiés congolais. La première vague étant autour de janvier et février, à la suite de la chute de Goma et de Bukavu. Ensuite, la deuxième vague, c'était en décembre, à partir du 5 décembre de l'année passée. Et à ce jour, le Burundi reçoit sur son territoire plus de 250 000 réfugiés congolais. Je voudrais saisir cette opportunité pour dire un grand merci au gouvernement du Burundi pour l'hospitalité à l'égard des citoyens congolais qui ont trouvé asile au Burundi. Je voudrais également, à cet honneur, saisir l'occasion pour dire un grand merci à tous nos bailleurs de fonds qui nous accompagnent, parce que, bien entendu, nous savons qu'il y a eu beaucoup de défis avec cet afflux, mais avec l'assistance qui a été disponibilisée et les contributions de nos différents donateurs, nous avons été à mesure aujourd'hui de les garder en vie. Et au niveau du site de Bousouma, qui est le plus grand au Burundi, nous avons plus de 66 000 personnes qui sont arrivées. Et aujourd'hui, c'est un convoi de 470 personnes qui ont décidé de repartir vers leur zone d'origine parce qu'il y a eu une amélioration de la situation dans ces zones. Pour le HCR, Excellence, le rapatriement se fera uniquement vers les zones sécurisées. Parce que le rapatriement doit être durable. Pour les réfugiés qui rentrent, ils doivent pouvoir rentrer chez eux en toute quiétude
et se réintégrer, reprendre leurs activités. C'est ainsi que nous allons, dans les jours à venir, il est prévu une réunion ministérielle tripartite entre les deux gouvernements du Burundi pour des discussions plus avancées sur le processus de rapatriement. Et donc, pour le moment, nous commençons avec les réfugiés qui sont originaires de la ville de Uvira et également ceux qui sont sur l'axe de Fizi. Dans le convoi d'aujourd'hui, nous avons ceux qui vont aller juste au niveau de Tanganyika. Et donc, on va les voir tout à l'heure au niveau du centre de transit. Je saisis une fois de plus l'occasion, Excellence, pour dire merci d'avoir permis qu'aujourd'hui nous puissions organiser ce mouvement de retour dans la sécurité et dans la vie. Dans le Haut-Katanga, les travaux de modernisation de l'aéroport international de la Louano entrent dans une phase décisive. À l'approche d'une fermeture alternée des vols prévus le mois prochain, le vice-premier ministre, ministre en charge des Transports, Jean-Pierre Bemba, s'est rendu à Lubumbashi jeudi 23 avril pour évaluer l'état d'avancement du chantier. Constant sur place et enjeu de ces travaux dans ces reportages. À l'initiative du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, une nouvelle aérogare moderne est en train de sortir de terre à l'aéroport international de la Louano. Actuellement, les piliers de la structure prennent progressivement forme, tandis que les bétons du premier des 4 niveaux que comptera cet aérogare sont en cours de coulage. Dans le cadre de ce projet, il est également envisagé la construction d'une nouvelle route qui débouchera sous la route de Kasenga, tandis que l'actuelle sera transformée en voie à sens unique. Le vice-premier ministre et ministre des Transports et Voies de Communication, Jean-Pierre Bemba Gombo, a effectué une visite inspection sur le chantier ce jeudi 23 avril 2026. Il était accompagné du gouverneur intérimaire Martin Kazembe Choula, du directeur général de la Régie des voies aériennes et du ministre provincial des Transports, Georges Baboni Mbaou. Ce projet prévoit la construction d'une nouvelle aérogare moderne sur 8000 m², capable d'accueillir jusqu'à 1 million de passagers par an. Le tarmac pourra recevoir 4 avions gros porteurs simultanément. Il est également prévu un terminal de fret d'une capacité de 5000 tonnes, un centre de maintenance, un hangar de stockage, une station d'épuration des eaux usées, ainsi que la modernisation des voies d'accès et des installations de sécurité incendie. À cette occasion, Jean-Pierre Bemba Gombo a exhorté l'entrepreneur turc Souma, chargé d'exécuter les travaux, à respecter le délai contractuel pour la livraison de l'ouvrage et elle bénéficie pour cela de toutes les facilités des gouvernements central. De son côté, le vice-premier ministre, ministre en charge de l'Intérieur, Jacques Nsabani, a assisté à l'ouverture du procès des 3 présumés braqueurs arrêtés par la police nationale congolaise dans le cadre de l'opération Dobo. Organisée jeudi en audience foraine, cette procédure illustre la volonté du gouvernement de servir contre la criminalité et de renforcer la protection des citoyens. Reportage. Consécutivement à l'interpellation des 3 présumés braqueurs par la police nationale congolaise, le tribunal militaire de Kinshasa-Gombe a tenu une audience foraine ce jeudi 23 avril à la maison communale des Barumbu dans le cadre de la lutte contre la criminalité urbaine à Kinshasa, dénommée Opération Ndobo. L'auditeur militaire des garnisons, ministère public, contre Kabutuka Moussaka Josué, Kipoyo Malanga Israël, Kalambayo Mouyouka Christian, prévenu de Association de malfaiteurs. Cette audience s'est déroulée en présence du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Chabani Luko Biango Jacquemin, dont sa participation traduit la volonté du gouvernement d'en finir avec la criminalité urbaine dans les grandes villes du pays en général et à Kinshasa en particulier. Les 3 prévenus sont poursuivis pour association de malfaiteurs, détention illégale d'armes de guerre et vol à main armée. La tenue de cette audience foraine s'inscrit dans la volonté des autorités de renforcer la répression contre le banditisme urbain. L'instruction de cette affaire se poursuivra ce vendredi 24 avril.
Autre chose à présent, les réformes électorales ravivent les tensions à l'approche de 2028. Dans son rapport annuel 2025-2026, la CENI alerte sur les failles du cadre légal actuel, jugé inadapté aux réalités du pays, notamment l'exclusion de certains électeurs et les limites du système proportionnel. Sur fond de sécurité persistante dans l'est du pays, de vents politiques s'interrogent déjà sur la tenue d'un scrutin crédible dans les délais constitutionnels. De précision dans cet élément. Dans son rapport annuel 2025-2026, la Commission électorale nationale indépendante dresse un constat sans détour. Les cadres légaux électoraux congolais montrent des signes d'essoufflement et nécessitent une refonte en profondeur. Au cœur des préoccupations, des failles structurelles persistantes, notamment dans la loi sur l'identification et l'enrôlement des électeurs. L'institution pointe l'exclusion des Congolais en séjour temporaire à l'étranger, ainsi que l'absence de mécanismes adaptés pour les déplacés internes, pourtant de plus en plus nombreux. La CENI met également en cause les limites de la loi électorale issue du cycle de décembre 2023. Les systèmes proportionnels au plus fort restent censés garantir une représentation équitable et jugé peu compatible avec les exigences de stabilité gouvernementale. Une critique qui relance les débats sur l'équilibre entre représentativité démocratique et efficacité politique. Mais au-delà des contraintes techniques, les difficultés prennent une tournure ouvertement politique. Au sein de l'Union sacrée de la nation, plusieurs voix s'élèvent pour remettre en question la faisabilité du calendrier constitutionnel en ligne de mire, l'insécurité persistante dans l'est du pays et ses conséquences humanitaires. Le professeur Isaac Jean-Claude Chilumbayi, premier vice-président de l'Assemblée nationale, a publiquement défendu l'idée qu'un scrutin crédible ne peut se tenir en période de conflit. Il évoque notamment les millions de Congolais déplacés ou contraints à l'exil, privés de leur droit de vote. Une élection apaisée ne peut se tenir que dans des conditions de paix, a-t-il insisté, rejetant toute accusation de glissement du calendrier électoral et comparant la situation à celle de l'Ukraine, confrontée elle aussi à l'impossibilité d'organiser des élections en pleine guerre. À l'horizon 2028, la question électorale dépasse donc largement les capacités techniques de la CENI. Elle s'inscrit désormais dans une équation plus complexe, mêlant sécurité, inclusion citoyenne, volonté politique et ressources financières. À la clôture du rapport, une incertitude demeure. La République démocratique du Congo saura-t-elle réunir les conditions nécessaires pour garantir un processus électoral crédible et inclusif? Enfin, le cardinal Fridolin Ambongo salue le premier voyage africain du pape Léon XIV, placé sous le signe de la paix, de la justice sociale et de l'espérance pour la jeunesse. Il appelle les dirigeants africains à créer des conditions de vie dignes afin de freiner l'exil des jeunes et à construire un avenir sur le continent. Une analyse livrée sur la chaîne catholique KTO TV. Suivez. C'est un voyage qui intervient dans un contexte très particulier. D'abord sur le plan spirituel, sur le plan de la foi pour les fidèles. C'est une visite qui confirme, qui rassure les fidèles dans leur foi, dans leur église. Et le sentiment général, c'est la fierté d'être catholique. Et là, je l'ai senti partout où le pape est passé. La joie, la fierté d'être catholique. Mais j'ajouterais aussi d'être catholique africain. Parce que le pape a choisi de commencer sa première visite apostolique en absolu, parce que ce qu'il a fait en Turquie, au Liban, nous considérons que c'était le prolongement du programme du Jubilé. Mais son premier voyage, c'est l'Afrique. Mais pourquoi l'Afrique? Nous pensons que ça signifie que pour le pape Léon XIV, l'Afrique est le continent du futur de l'Église. C'est d'abord sur le plan spirituel, mais aussi sur le plan socio-politique. La visite du pape est venue prolonger la foi de tous ceux qui souffrent dans ce continent.
sur le plan de la mauvaise gouvernance de nos États, sur le plan de la mauvaise distribution de richesses, mais aussi dans certains pays sur le plan de manque de liberté religieuse pour certains fidèles catholiques. Et le choix de ces 4 pays est très intelligent. Je crois que le pape a très bien étudié l'Algérie avec des fidèles catholiques et qui n'ont pas toujours la liberté de pratiquer leur foi et même pas de proposer à d'autres la valeur de leur foi. Il a visité le Cameroun avec cette particularité. Le Cameroun a besoin de promouvoir ce qu'on appelle le vivre ensemble, harmonieux, en paix. C'est la fin de ce numéro d'actualité, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Merci d'être connectés sur Abafo TV pour ne rien rater. À présent, likez, commentez et partagez toutes ces actualités. Rendez-vous, prochaine édition.